Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du mercato d'Arsenal. Il y a pas mal de choses à dire. On va essayer de faire le tour, les arrivées, les départs, les retours de prêt, enfin tout ce que vous voulez. Avant que la vidéo ne commence, les refs, comme d'habitude, si jamais vous appréciez le travail, n'hésitez pas, petit pouce bleu. Et surtout, le plus important, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, ça me soutient énormément et ça m'encourage à continuer. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme il y a pas mal de choses à dire, aujourd'hui, on va essayer de faire ça en trois parties. Premièrement, on va parler des départs, ensuite on parlera des prolongations et enfin je vous parlerai des arrivées et des potentielles arrivées, des rumeurs qui circulent. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les départs. Alors les refs, on va commencer par les départs. Au niveau des départs, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses à souligner. Il n'y en a que deux qui ont été rendus officiels. Premièrement, c'est le départ de Pablo Mari qui va rester à Monza. Il était prêté à Monza l'an dernier en Serie A. Monza qui était promu et Arsenal avait inclus une clause d'achat obligatoire en cas de maintien. Comme ils se sont maintenus, et assez brillamment d'ailleurs pour un promu, ils ont fait une belle saison. C'est bien de le souligner, je trouve. Donc voilà, Pablo Mari va être transféré officiellement à Monza pour, je crois, c'est quelque chose comme 5 millions ou 5,5 millions de pounds, donc ça fait environ 6 millions d'euros pour un joueur qui avait absolument pas sa place dans l'effectif, même en tant que joueur de rotation. Je pense qu'en termes de niveau c'était trop faible par rapport au reste de l'équipe. Il trouve un point de chute, Arsenal récupère 6 millions, voilà, je veux dire c'est... Terminé, bonsoir, il n'aura pas laissé un souvenir impérissable au club, il a rendu quelques services de temps en temps. À sa décharge, il s'est retrouvé, je pense, dans une des pires défenses de l'histoire d'Arsenal. Il est arrivé au club quand notre défense, c'était genre David Luiz Mustafi, donc bon... Forcément, ça l'a pas aidé. Ça a clairement pas été le défenseur le plus horrible pendant son temps au club, mais voilà, je pense qu'il avait pas d'avenir ici. Donc lui, en plus, il a pas mal joué la saison dernière. Donc voilà, je pense que ça arrange tout le monde. Arsenal récupère 6 millions, c'est toujours ça dans les caisses. Maintenant, le seul vrai départ qui a été officialisé pour l'instant, c'est celui de Granit Xhaka. Alors déjà, première chose à dire, réussir à tirer 25 millions de pounds environ, je crois que c'est 24,5 pour un joueur comme Granit Xhaka qui est déjà plus très jeune et qui selon moi a passé ses meilleures années. Je trouve que financièrement c'est une très bonne opération pour Arsenal. Maintenant, ça laisse quand même un vide à combler dans l'équipe parce que alors l'histoire de Granit Xhaka à Arsenal, c'est les montagnes russes, vraiment des hauts, des très bas. Je pense que tout vrai supporter d'Arsenal est moins inclus. J'étais le premier à crier pour son départ quand il était sorti là, le fameux match contre Crystal Palace, je crois que c'est 2019 si je dis pas de bêtises, ou 2020, quand il jette son maillot par terre et qu'il rentre directement au vestiaire. J'étais le premier à crier pour son départ. Honnêtement, chose que tout vrai supporter d'Arsenal aurait dû faire d'ailleurs. Je pensais vraiment pas qu'il allait rejouer. Finalement, Mikel Arteta a réussi à le garder parce qu'il y a déjà deux saisons en arrière où il voulait partir et Xhaka avait expliqué que c'est vraiment parce que Mikel Arteta l'avait poussé à rester qu'il avait décidé de rester. Et finalement, ça a été une très bonne chose parce que ces deux dernières saisons, sincèrement, elles sont très solides. L'an dernier, c'est un de nos meilleurs joueurs, qu'on soit tout à fait honnête. En plus de ça, dernier match de la saison, il termine sur un doublé à domicile. Je trouve que pour son dernier match, c'est beau. Donc voilà, ça va quand même laisser un vide à combler. Premièrement, sur le terrain, parce que c'était un titulaire indiscutable. Et deuxièmement, dans le vestiaire, parce que c'était un leader. C'était le vice-capitaine, j'ai envie de dire, après Martin Odegaard. Il a été capitaine plusieurs fois l'an dernier. Donc voilà, c'est un départ important à signaler. Au final, si vraiment on essaye de regarder l'entièreté de son séjour à Arsenal, je pense qu'il y a... Allez, j'ai quand même envie de dire qu'il y a un peu plus de positifs que de négatifs, même s'il y a eu des très mauvais moments. C'est un joueur qui laissera... c'est mitigé, des très mauvais souvenirs comme des très bons souvenirs. Honnêtement, moi j'ai envie de garder le bon, j'ai envie de garder les deux dernières saisons où il a joué vraiment à un très bon niveau. Donc voilà, il a gagné quelques trophées à Arsenal, une FA Cup, deux peut-être même je crois, un Community Shield. Donc voilà, on va dire que dans l'ensemble, ça reste un passage réussi pour Granit Xhaka à Arsenal. Maintenant, il part au Bayern Leverkusen. On sait que c'est plus pour des raisons familiales qu'autre chose. Sa femme souhaitait repartir en Allemagne, c'est ce qui a été dit dans de nombreux rapports. Donc voilà. C'est tout ce qui est à noter en termes de départ. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va parler des prolongations de contrat.
Alors, en termes de prolongation, deux prolongations très très importantes selon moi. On va commencer par celle de William Saliba qui a été officialisée, genre il y a 2 heures de ça. Là, je rentre du taf, je fais la vidéo direct justement pour vous parler de ça. Donc voilà, William Saliba qui a signé une prolongation de 4 ans avec une saison en option. Honnêtement, je pense que c'est une des meilleures nouvelles de ce mercato, si ce n'est la meilleure, parce que premièrement, il sort d'une saison absolument exceptionnelle. D'ailleurs, on a bien vu qu'en fin de saison, c'est sa blessure qui, selon moi, nous a coûté le titre avec notre manque de profondeur de banc. Mais voilà, sa blessure a vraiment fait très très mal à l'équipe l'an dernier. C'est un des meilleurs jeunes défenseurs centrales du monde. Donc voilà, par un moment on a douté quand même, parce qu'il y a eu des reports à un moment disant que son agent demandait trop, qu'Arsenal avait été choqué par les demandes. Au final, tout le monde s'est mis d'accord. L'accord a été trouvé il y a 1 mois, mais ça a été rendu officiel seulement aujourd'hui. Honnêtement, c'est, comme j'ai dit, c'est une nouvelle exceptionnelle pouvoir garder un mec qui est aussi fort, qui dès sa première saison s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Je pense que s'il n'avait pas été blessé pendant toute la fin de saison, ça aurait été le meilleur défenseur de PL l'an dernier. Donc déjà pour moi, il est vraiment pas loin de pouvoir mériter ce titre-là. Maintenant, quand tu manques des matchs sur blessure, c'est compliqué parce qu'il y en a d'autres qui ont été très bons sur les 38 matchs. Mais voilà, c'était très 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 important de le garder selon moi. Honnêtement, la paire avec Gabriel l'an dernier, c'est une des plus grosses satisfactions de notre saison. Je pense que retrouver une solidité défensive comme ça, c'était important. On sait que la saison précédente, c'est ce qui nous avait fait défaut en fin de saison, quand on n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions, qu'on va perdre 3-0 au Tottenham Hotspur Stadium. Rob Holding nous fout dedans. À Newcastle, défensivement, le match d'après, on était 0. Donc voilà, l'an dernier, c'est ce qui, selon moi, nous a cruellement fait défaut. Il y a 2 ans plutôt. Donc voilà, là la saison qui vient de se finir, honnêtement, défensivement, je trouve qu'on était très très costaud et William Saliba était une des raisons majeures à cette improvement défensivement. Donc voilà, une des meilleures nouvelles de l'avoir gardé, surtout pour un contrat longue durée, 4 ans plus 1 an en option. Ça laisse clairement présager des fondations solides pour les 5 prochaines saisons. Maintenant, il y a une deuxième prolongation qui a été rendue officielle hier. Celle-là, c'est celle de Reiss Nelson. Et là, pareil, je trouve que même si forcément ça va faire un peu moins parler que celle de Saliba, pour moi c'est une très bonne nouvelle. C'est un joueur qui a énormément de potentiel, je trouve, même beaucoup plus que ce qu'on veut bien le dire, parce que c'est pas le joueur dont on parle le plus. Alors forcément, j'ai envie de dire, c'est logique, parce que devant lui il y a quand même des Martinelli, des Saka, des Smith Rowe, enfin vraiment il y a pas mal de monde sur le secteur offensif d'Arsenal, mais je trouve que Reiss Nelson il peut nous apporter un profil un peu différent, parce que je trouve que dans le dribble il est bon, en termes de vitesse c'est quand même vraiment pas dégueu, c'est quelqu'un qui est capable de marquer des buts. On a bien vu, tout le monde a vu son but exceptionnel à la dernière seconde contre Bournemouth en championnat. Donc voilà, c'est un joueur qui est parti plusieurs saisons en prêt aussi pour s'aguerrir. Il avait fait une saison complète à Feyenoord. Donc voilà, moi je trouve que c'est très très bien de l'avoir gardé. Honnêtement, pour moi, on avait besoin de profondeur de banc, notamment sur les ailes, parce qu'en fin de saison, on a bien vu que Martinelli et Saka, ils étaient vraiment cramés. En même temps, ils ont joué toute la saison en tant que titulaire, donc c'était compliqué de faire autrement, j'ai envie de dire. Mais là, je trouve que la signature de Reiss Nelson, c'est la prolongation de Reiss Nelson, c'est vraiment une chose positive. Je pense qu'il aura pas mal de temps de jeu la saison prochaine. Je l'ai pas encore dit, mais l'an prochain, Arsenal va jouer beaucoup de matchs entre le championnat, la Ligue des Champions, la FA Cup, la Carabao Cup. Il y aura beaucoup de matchs à jouer. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de temps de jeu pour tout le monde. Et pour peu qu'il soit performant quand il soit sur le terrain, je pense qu'on le verra plus jouer. Honnêtement, je pense qu'il va jouer plus que ce que les gens pensent la saison prochaine, et je trouve que c'est une très bonne chose, parce que moi je trouve que c'est un très bon joueur. Il est encore très très jeune, pour moi il est encore pas atteint, il est encore loin d'avoir atteint son prime. Ses meilleures années, c'est pas tout de suite. Donc voilà, c'est pareil, même principe que Saliba, prolongation de 4 ans avec une année en option, il me semble. Donc voilà, je trouve que c'est très très bien de l'avoir gardé. Ça apporte de la profondeur devant, ça apporte un profil qui est un peu différent de celui de Saka et Martinelli, qui
qui dans le jeu s'entend bien avec les autres. Donc voilà, très important les deux prolongations là. Faut aussi noter que au cours de la saison, Arsenal avait déjà acté les prolongations de Gabriel, de Ramsdale, de Martinelli et de Saka. Donc honnêtement, je trouve que c'est très important. Recruter des bons joueurs, c'est important. Si tu veux faire des résultats, c'est un peu la base du truc. Mais réussir à garder et sur des contrats longue durée les éléments clés de ton équipe, honnêtement, je trouve que c'est presque limite plus important. Parce que là, t'as prolongé Ramsdale, t'as prolongé Saliba, t'as prolongé Saka, t'as prolongé Martinelli, t'as prolongé Gabriel. C'est vraiment, tu prolonges genre 5 titulaires indiscutables, des mecs qui forment vraiment la colonne vertébrale de ton équipe. Arsenal est aussi en discussion pour prolonger Martin Odegaard, donc pour l'instant il n'y a rien qui a été rendu officiel. Je pense que ça va absolument pas poser de problème. C'est le capitaine de l'équipe, on sait qu'il aime le club. Donc voilà, je pense que si c'est pas annoncé cet été, ça sera annoncé dans le courant de la saison. Mais vraiment le travail qui est fait au niveau des prolongations de joueurs et des joueurs clés, des joueurs vraiment importants, je trouve que c'est très très important de le souligner. C'est vraiment du très bon taf que font Edu, Mikel Arteta et tout le reste du board d'Arsenal. Donc voilà, très très content. Maintenant qu'on a parlé des deux prolongations de contrat qui venaient d'être officialisées, on va pouvoir parler des arrivées. Ah, et maintenant qu'on a parlé des départs et des prolongations, les refs, on va passer au plus important, les arrivées. Alors on sait qu'Arsenal a fait une très bonne saison l'an dernier, on a fini deuxième, mais pour réussir, on va pas se mentir, c'était une surperformance, personne attendait Arsenal à ce niveau-là. Et quand tu surperformes et que tu atteins des objectifs encore plus hauts que ceux que tu avais atteints, le meilleur moyen pour continuer dans cette direction ascendante, c'est de recruter des joueurs de qualité, des joueurs qui vont faire la différence. Et clairement, c'est ce qui a été fait cet été par Arsenal. Alors, au moment où je parle, il y a 2 signatures qui sont pas encore officielles, mais les joueurs sont en train littéralement de passer leur visite médicale au moment où je tourne la vidéo. Donc si c'est pas officiel ce soir, ça devrait l'être demain matin quand la vidéo sortira. Donc voilà, on va commencer par parler Kai Havertz parce que pour l'instant c'est la seule signature qui a été rendue officielle par le club. Kai Havertz qui arrive de Chelsea pour la somme, j'allais dire la modique somme, non c'est pas une modique somme, pour la somme de 65 millions de pounds. Alors tous ceux qui sont choqués par les montants des transferts aujourd'hui, 65 millions de pounds pour un joueur qui vient de faire une saison horrible, c'est cher, je suis bien d'accord. Mais il faut quand même remettre dans le contexte l'horrible saison de Chelsea l'an dernier. À part Thiago Silva, il n'y a personne, il n'y a aucun joueur de Chelsea qui a été bon l'an dernier. Donc voilà, la mauvaise saison de Chelsea, enfin la mauvaise saison de Kai Havertz, j'ai presque envie de dire que je vais pas lui en tenir rigueur. Maintenant 65 millions ça reste un sacré montant, mais si on nommait cette saison moyenne, enfin non, catastrophique l'an dernier, pour moi il n'y a que des points positifs à ce transfert. Premièrement, c'est un joueur qui est encore jeune, pour moi il n'a pas atteint son prime, je crois qu'il a encore que 24 ans, donc ses meilleures années elles sont encore devant lui. Et deuxièmement, et c'est là le plus important, c'est un joueur qui nous apporte de la qualité immédiatement et à plusieurs postes, et ça c'est vraiment le plus important. Un joueur qui nous apporte de la qualité immédiatement, parce que c'est pas comme si on recrutait un jeune de 19 ans qui a fait que 20 matchs en pro. C'est déjà quelqu'un qui a joué 3 saisons en Première Ligue, plusieurs saisons en Bundesliga. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va avoir un impact immédiat dans l'équipe. Et surtout, et là pour moi c'est vraiment là où j'ai envie d'insister parce que je trouve que c'est le plus important, c'est quelqu'un qui peut jouer à un niveau élite sur au moins 4 postes. C'est-à-dire qu'il peut jouer numéro 8, il peut jouer numéro 10 et il peut jouer sur les 2 positions au niveau de l'attaque sur les côtés, à gauche et à droite. Il peut même jouer numéro 9, comme ça a été le cas à Chelsea, mais pour moi c'est pas son meilleur poste, c'est pas là où je le préfère et c'est pas là où on peut tirer le plus de ses compétences. Donc de toute façon je pense pas que ce soit le projet de Mikel Arteta de le faire jouer numéro 9, mais comme j'ai dit, il peut jouer 8, il peut jouer 10 et il peut jouer sur les côtés, et ce à un très très bon niveau. Et ça, dans le football moderne, honnêtement, quelqu'un qui peut jouer à un très bon niveau sur 4 ou 5 postes, c'est primordial, j'ai envie de dire. C'est un des critères qui est le plus recherché aujourd'hui, la versatilité des joueurs. Donc voilà, Kai Havertz il cochait toutes les cases. En plus de ça, techniquement c'est un joueur qui a
un bagage énorme, enfin genre techniquement pour moi il n'y a pas de défaut dans son jeu, ça colle parfaitement au système d'Arteta, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut garder le ballon, qui a un QI foot très élevé, qui a une qualité de passe qui est vraiment hors norme, en contre-attaque c'est un joueur qui est rapide, c'est un joueur qui peut jouer ce jeu de transition à merveille, c'est un joueur qui peut mettre des buts, il a une très bonne frappe de balle, donc voilà, franchement pour moi il n'y a que des positifs sur ce transfert là. Sur cette arrivée, je pense que et vraiment tout le monde s'accorde à dire que c'est un joueur qui va faire la différence immédiatement, et je suis bien d'accord avec ça. Je pense qu'il fait automatiquement d'Arsenal une meilleure équipe, sincèrement. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain, de voir à quel poste Arteta veut l'utiliser. On sait qu'il avait parlé de l'utiliser en tant que numéro 8, honnêtement. Un double pivot avec Declan Rice et Kai Havertz devant la défense, c'est genre c'est du miel, c'est de l'amour. C'est quand t'aimes le football, le vrai football, je parle pas du football de bétonneurs ou de terroristes des Mourinho et Allegri, je parle du vrai football à la Guardiola, le jeu, vraiment le jeu. Quand t'as une paire comme ça devant la défense, sincèrement pour lancer tes actions, il y a vraiment rien de mieux. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Je viens de mentionner Declan Rice à l'instant. Comme je vous le disais, c'est pas encore officiel, mais ça ne saurait tarder. Je pense que c'est plus qu'une question d'heure maintenant. J'étais sur Twitter juste avant de tourner cette vidéo. Il passe littéralement sa visite médicale en ce moment même. Donc je pense que si on n'a pas l'officialisation ce soir, ça sera demain matin. Declan Rice qui arrive en provenance de West Ham pour 105 millions d'euros. Là, on parle d'une énorme somme. C'est la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal. Mais quant à la possibilité de recruter un joueur de ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter, même si ça avait été 115, même si ça avait été 120, il faut les mettre. C'est un joueur qui est... Moi, c'est simple, ça fait presque un an que que je suis la propagande Declan Rice à Arsenal. Ça fait un an que je conduis le train, honnêtement. Quand j'étais à Londres au mois de décembre dernier, je l'ai vu jouer 2 fois en 3 jours, une fois à l'Emirates contre Arsenal et une fois à domicile contre Brentford, et c'est vraiment ce que les Anglais appellent un stand-out player, c'est-à-dire que quand tu regardes le match, quand tu es dans les tribunes et que tu regardes le match, c'est le mec que tu vois en premier sur le terrain. Athlétiquement c'est très fort, techniquement c'est très fort, dans le jeu il est intelligent, au niveau du placement c'est très fort. Il a une qualité de passe qui est incroyable, il a une très belle qualité de frappe, honnêtement. On l'a pas vu assez avec West Ham parce que la saison très moyenne de West Ham fait que Declan Rice était cantonné dans un rôle de vrai milieu récupérateur, de vrai 6 à l'ancienne devant la défense. Mais dans un système comme celui d'Arsenal où l'équipe a le ballon, mais où aussi on peut se projeter vite en contre-attaque, je pense que c'est un joueur qui peut faire des merveilles. Genre vraiment dans le style de jeu. Alors faut bien comprendre ce que je veux dire, mais dans le style de jeu, moi c'est un mec qui me fait penser à Patrick Vieira. Je suis pas en train de dire que ça va devenir une légende comme l'était Vieira. Ça peut, il a vraiment le potentiel pour. Honnêtement, si Declan Rice reste assez longtemps à Arsenal, je pense qu'il peut devenir capitaine du club et je pense qu'il peut devenir une légende du club. Mais vraiment dans le style de jeu, moi il me fait penser à Patrick Vieira parce que c'est un mec qui défensivement est très bon. À la récupération, franchement, il n'y a pas beaucoup meilleur que lui en première ligue, honnêtement. Je pense que les deux seuls qui peuvent parler avec lui, c'est Casemiro et Rodri. Pour moi, même Thomas Partey, il est un cran en dessous. Dans la projection, c'est quelqu'un qui est très très bon. On dirait pas comme ça parce qu'encore une fois, avec West Ham, il pouvait pas le montrer autant qu'il voulait, dû au faible niveau de l'équipe. Mais dans la projection, c'est un joueur qui est très très bon. Il a une très bonne qualité de passe, il se projette vite vers l'avant, il peut faire des décalages à tout moment. Même dans le jeu de transition, je pense qu'il peut nous apporter énormément. En plus de ça, il peut marquer des buts. Je pense que dans le système d'Arteta, il se retrouvera beaucoup plus en position de marquer qu'à West Ham. Et je pense que ça risque d'en étonner pas mal. Mais il a vraiment une très bonne frappe de balle. Donc ça m'étonnerait même pas que ça soit un joueur qu'on qualifie de milieu défensif, mais qui régulièrement finissent la saison avec 6 ou 7 buts en championnat. Vraiment pour moi c'est un top joueur. Ça fait 8-9 mois que je milite pour que Arsenal le signe. Et vraiment à son poste en première ligue, pour moi il n'y a qu'un seul mec qui est à son niveau. Comme je l'ai dit, c'est Rodri. Donc franchement c'est top recrue. On sait qu'Arteta il le voulait depuis longtemps. Ça fait 8 mois qu'il charbonne pour lui vendre le projet, pour le motiver à venir, lui expliquer le rôle qu'il aura et tout. Et on voit que ça a payé. D'ailleurs, tous les insiders le disent que cette recrue, elle est en grande partie due au travail fait par Mikel
Mikel Arteta pour vendre le projet à Declan Rice. Donc voilà, très content de cette signature. C'est vraiment, pour moi, c'est le genre de signature qui fait d'Arsenal un candidat sérieux au titre. Pas juste un challenger qui peut embêter City, mais un vrai candidat sérieux au titre. Donc voilà, je suis, comme diraient les Anglais, je suis over the moon avec cette signature. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment choper un joueur de ce talent-là, de cette qualité-là, qui est titulaire en équipe d'Angleterre. Je pense que ça va faire énormément de bien au projet global Arsenal. Ça va nous aider encore dans les années à venir à choper des joueurs encore meilleurs, d'une encore plus grande renommée. Et à court terme, ça va faire un bien fou à notre milieu de terrain. Genre, on pouvait pas rêver mieux comme remplacement de Xhaka, parce que pour l'instant, numériquement, il arrive en tant que remplacement de Granit Xhaka, mais on pouvait pas rêver mieux. Genre, c'est la version évoluée plus de Granit Xhaka. Voilà, genre vraiment c'est donc voilà, incroyable signature que celle de Declan Rice. Et maintenant la troisième signature qui, pareil, risque d'être officialisée dans les prochaines heures. Lui, il a passé sa visite médicale en tout début d'après-midi, donc juste avant celle de Declan Rice. C'est l'arrivée de Jurrien Timber, le défenseur de l'Ajax. Là, c'est pareil, pour moi, c'est un grand coup. Pourquoi? Parce qu'on ajoute un mec qui, même s'il est encore assez jeune, a une grosse expérience en Ligue des Champions, parce qu'il a fait plusieurs campagnes de LDC avec l'Ajax, qui a une grosse expérience internationale, et ça, c'est très important. Il était titulaire avec les Pays-Bas à la Coupe du Monde. Ça fait plusieurs années qu'il est titulaire dans la défense des Pays-Bas, et ajouter un mec avec cette expérience-là, honnêtement, qui sait comment se comporter dans les grands matchs, qui va pas avoir la pression de la Ligue des Champions, parce que je l'ai pas encore dit, mais il y a beaucoup de joueurs d'Arsenal qui connaissent pas la Ligue des Champions. Je crois que la dernière fois où Arsenal était en Ligue des Champions, c'était il y a 6 ou 7 ans. Les Ben White, les Saka, les Martinelli, les Martin Odegaard, les Saliba, les Gabriel, tout ça, ça connaît pas encore la Ligue des Champions. Donc là, ça va être une découverte pour une grande majorité de l'équipe. Et je trouve que réussir à recruter des mecs qui ont déjà cette expérience-là, qui savent comment se comporter dans les grands matchs, qui vont apporter ce truc en plus, c'est vraiment une très bonne idée. En plus de ça, Jurrien Timber, genre intrinsèquement parlant, c'est un défenseur qui est vraiment très fort. Pareil, même chose que pour Kai Havertz, il peut jouer à un niveau élite sur plusieurs postes. Il peut jouer latéral droit dans un système à 4, il peut jouer piston droit si on joue avec 3 défenseurs et 5 milieux, il peut jouer défenseur central dans une défense à 3, enfin c'est d'ailleurs le rôle qu'il occupe avec les Pays-Bas. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est une excellente signature. Et là, pour le coup, j'ai parlé du montant énorme des signatures de Havertz et Declan Rice. Là, pour le coup, Jurrien Timber, pour moi, 45 millions, j'ai presque envie de dire que c'est un bargain, sincèrement. Dans le marché actuel, où n'importe quel bon mec qui fait 20 matchs en pro vaut directement 30 millions, réussir à choper un mec qui est prouvé au top niveau pour, je crois que c'est 45 millions, 45 ou 44 millions plus 5 de bonus, mais c'est dans ces eaux-là, c'est entre 45 et 50 millions. Pour moi, c'est vraiment une très bonne affaire. Ça ajoute de la profondeur, ça ajoute de la qualité. Donc voilà, c'est vraiment top recrue pour Arsenal. Maintenant, alors ça, c'est les 3 recrues, on va dire officielles, même si c'est question d'heure pour Rice et Timber. Maintenant qu'on a fait ces 3 recrues-là, moi perso, si je faisais partie du board d'Arsenal, j'essayerais d'aller chercher encore au moins un milieu de terrain. On sait qu'on est pas mal chaud sur Romeo Lavia, la pépite formée à City et qui jouait à Southampton l'an dernier. Maintenant, la concurrence est rude parce que Chelsea et surtout Liverpool sont vachement chauds sur le joueur aussi. Maintenant, lui a dit qu'il serait plus emballé par l'idée de jouer pour Mikel Arteta à Arsenal. Donc c'est toujours un énorme plus quand le mec te dit qu'il a envie de signer chez toi. Mais voilà, on est pas mal chaud sur Romeo Lavia. J'ai entendu dire que Moses Caicedo, même si il se rapproche de plus en plus de Chelsea, était toujours apprécié par le board d'Arsenal. Honnêtement, je pense que ça serait vraiment pas une mauvaise chose de signer un des 2 joueurs là. Si on peut faire Romeo Lavia, sincèrement, c'est jackpot. Si dans le même été, tu arrives à recruter pour ton milieu de terrain Declan Rice et Romeo Lavia, un mec titulaire indiscutable, un des 2 meilleurs milieux de Première Ligue, et une jeune pépite qui a un futur absolument incroyable devant lui, c'est jackpot. Donc voilà. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas, parce que c'est pareil, hein, Romeo Lavia, on parle quand même, pour un jeune de, je crois qu'il a 20 ans, pour un jeune de 20 ans, on parle quand même de 50 millions d'euros. Donc on en revient à ce que j'ai dit,
Aujourd'hui, n'importe quel mec qui fait 20 bons matchs en PL vaut direct 50 millions. Ça reste une sacrée somme. Je pense qu'on peut trouver des alternatives moins chères, mais quand on l'achète, voilà, on sait le niveau qu'il a déjà, on voit l'immense potentiel qu'il peut avoir. Donc voilà, ça serait un énorme plus de pouvoir le faire. On va attendre de voir. Je pense que pour l'instant, tant que Declan Rice n'est pas officialisé à 100%, le board d'Arsenal va pas se concentrer sur l'achat d'un milieu de terrain. Donc je pense que pour Romeo Lavia, va falloir attendre un petit moment. Maintenant, en plus de ça, moi personnellement, j'irai aussi chercher un ailier en plus. Je trouve que ça ferait pas de mal d'avoir une solution en plus en attaque, même si on vient de faire Kai Havertz et puis que Reiss Nelson vient de prolonger. Je pense qu'avoir une solution en plus en attaque, un mec qui peut jouer des deux côtés et peut-être devant en neuf, ça peut ne pas faire de mal. Comme je l'ai dit, Arsenal va jouer beaucoup de matchs l'an dernier, il y aura du temps de jeu pour tout le monde. Qui dit beaucoup plus de matchs dit aussi beaucoup plus de risques de blessures. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une hécatombe de blessures au mois de janvier après la période des fêtes. Donc voilà, pour moi ce serait pas une mauvaise idée de recruter encore du monde devant. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va quand même faire un tout petit point sur les retours de prêt. Parce qu'il y en a plusieurs, et je trouve que c'est important d'en parler, notamment parce qu'il y a un retour de prêt qui peut justement combler ce rôle d'ailier qui peut jouer sur les côtés et devant. C'est le retour de Nicolas Pepe. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, Pepe il a flop 72 millions, machin, nanan et tout. Ok, il n'a pas eu les meilleures saisons qu'il pouvait à Arsenal. Maintenant, il n'est pas arrivé à la meilleure période du club. Et la dernière saison sous Arteta, même s'il a fait quelques bonnes choses par moment, c'était pas une réussite totale. Ok, mais bizarrement, moi j'ai toujours ce sentiment, j'ai toujours ce feeling qu'il peut nous apporter. Honnêtement, c'est un joueur rapide, c'est un joueur qui est bon techniquement. Enfin, je veux dire, techniquement parlant, personne ne remet en cause les qualités de Nicolas Pepe. Le seul problème, j'ai envie de dire, ce serait plutôt son impact sur le terrain et son travail défensif. C'est pas un joueur qui aime énormément faire le travail défensif, c'est pas un joueur qui est de base doué pour faire ça, mais d'un point de vue offensif, je veux dire, il n'y a pas énormément d'ailiers qui ont le talent de Nicolas Pepe balle au pied. Donc c'est sûr que s'il reste au club, il ne sera pas titulaire, mais il aura du temps de jeu et je pense qu'il peut nous apporter. Alors, après ça c'est que mon avis, je pense pas que ça soit, je pense pas qu'on se dirige vers ça. Je pense qu'Arsenal va vouloir chercher à le transférer, même si forcément à l'heure actuelle, vu sa saison avec Nice, il n'a pas fait une saison mauvaise, mais il a été blessé et tout. Je pense que Nicolas Pepe à l'heure actuelle, ça part pour 30 millions max, 30-35. Donc sur les 75 qu'on a payé, ça fait une énorme perte. Mais si on récupère 35 millions et qu'on économise toujours son salaire, ce ne sera pas forcément une mauvaise opération non plus. Et ça permettrait de se concentrer sur le recrutement d'un autre ailier, comme j'ai dit. Il y a deux autres recrues aussi, deux autres tours de prêt qui vont être importants de voir où ça va mener. C'est celui de Nuno Tavares. On sait qu'il n'a pas fait une saison incroyable avec l'OM, il a mis quelques buts, mais défensivement il y a toujours les mêmes lacunes. Moi honnêtement, si on peut vendre Nuno Tavares pour un prix supérieur à ce qu'on l'a acheté, pour moi il n'y a pas d'hésitation, il faut vendre direct. Il n'est pas meilleur que Zinchenko, il n'est pas meilleur que Tierney, et défensivement, pour moi, il n'est même pas meilleur que Jakub Kiwior, qui est de base un défenseur central et qui, je pense, va avoir pas mal de temps de jeu sur le côté gauche. Donc, j'ai du mal à voir Tavares s'imposer à Arsenal. Offensivement, on sait qu'il peut apporter, que c'est un joueur rapide et tout, mais voilà, moi j'ai du mal à le voir s'imposer. Donc je pense que s'il y a un club qui se pointe avec une offre décente, Arsenal le vendra et je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Et maintenant, le retour de prêt qui pour moi est le plus intéressant, c'est celui de Folarin Balogun. On sait qu'il sort d'une très très grosse saison avec Reims. Il a fini deuxième ou troisième meilleur buteur de Ligue 1, je crois. Donc voilà, il a dépassé la barre des 20 buts. Arsenal a fixé son prix à plus de 40 millions, il me semble. Alors, vous allez me dire, c'est énorme pour un mec qui a fait une vraie bonne saison en pro. Mais on en revient à ce que je vous disais. Un numéro 9 qui fait une saison à 20 buts, dans le marché actuel, ça vaut immédiatement 40 millions. Est-ce qu'il va partir directement? Je sais pas. Je pense qu'Arteta aimerait quand même le voir en pré-saison pour voir s'il a le potentiel pour intégrer l'effectif. Pour moi, c'est un profil qui est quand même assez similaire à celui d'Nketiah, même si je pense que Balogun est un peu meilleur finisseur. Et en transition, pour moi, il est aussi un peu plus rapide. Donc je pense que dans le jeu de transition, il peut nous apporter plus. Maintenant, dans le jeu de combinaison, dans le jeu de passe, je
Je suis pas sûr qu'il soit tout à fait au niveau d'Nketiah, qui pour moi est très bon dans tout ce qui est build-up des actions. Donc voilà. Ça va être intéressant de voir ce qu'Arsenal va faire avec lui. Je sais qu'il y a pas mal de clubs qui sont chauds sur le dossier, notamment des clubs de Ligue 1. L'AC Milan était pas mal intéressé, même des clubs de PL se sont renseignés. Donc voilà, je pense qu'il faudra attendre le début de la pré-saison pour voir ça. À mon avis, il sera pas vendu avant notre tournée aux États-Unis. Comme j'ai dit, je pense que Arteta va vouloir se faire une idée sur le joueur. Maintenant, il n'est pas non plus exclu qu'on garde Balogun et qu'on vende Nketiah. Pour moi, ça serait pas forcément déconnant non plus, même si forcément avec Nketiah, il a déjà été titulaire en PL, il a déjà des matchs, donc voilà, tu sais le joueur que tu vas avoir, tu as des certitudes sur le joueur. Balogun, il a jamais fait une vraie saison en PL, donc t'as pas encore de certitude. Mais voilà, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver, que ce soit à Nicolas Pepe ou à Folarin Balogun. Même si je pense qu'à l'heure actuelle, on se dirige plus vers deux ventes. Je pense qu'il y a quand même une petite chance pour que au moins un des deux reste au club. Donc voilà les refs, c'était tout pour cette vidéo consacrée... Ah, pardon, j'allais oublier. Je vois depuis 2 jours des rumeurs à propos de Mbappé à Arsenal. Stop tout de suite, honnêtement les refs, même si Arsenal a des sous, on n'est pas pauvre, on vient de claquer 200 M, on n'a pas les loaves pour faire Mbappé. Mbappé, si on le veut cet été, parce que Paris a clairement dit, d'ailleurs Nasser l'a redit en conf de presse hier, il partira pas gratos, donc si on veut l'avoir c'est cet été, il faut débourser minimum 150 voire 180 briques, plus derrière lui donner, lui payer son salaire, qui est absolument énormissime. Genre, le salaire d'Mbappé, je pense honnêtement que c'est genre 3 ou 4 fois plus que le top earner à Arsenal, donc c'est impossible. J'y crois pas une seconde. Alors franchement, si ça se fait, je vous jure que je serai devant l'Emirates le jour où il tiendra le maillot comme ça, le jour de l'officialisation, mais j'y crois pas une seconde honnêtement. On n'a pas les sous pour le faire. Et en plus de ça, lui, il veut qu'une chose, c'est se barrer au Real. Et en plus de ça, je suis même pas sûr que dans le projet actuel, dans ce qu'essaye de faire et de mettre en place Arteta, je suis même pas sûr que ça soit un profil idéal, j'ai envie de dire. Genre, forcément, c'est le meilleur joueur du monde, donc vous allez dire, comment ça, c'est pas le profil idéal, mais... Je sais pas, je pense pas que ça soit la recrue idéale pour Arsenal, donc voilà, pour moi faut arrêter tout de suite, ça se fera pas, c'est un rêve lointain, donc voilà, faut arrêter de rêver les refs pour ce qui est de Mbappé à Arsenal. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, on a enfin fait le tour. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça me fait plaisir de voir ce que vous pensez et de vous répondre à tous. Et si jamais vous avez apprécié les vidéos, si jamais vous avez apprécié la vidéo les refs, petit pouce bleu et surtout pensez à vous abonner à la chaîne. Maintenant que je vous ai dit tout ça, prenez soin de vous et à bientôt.